L'IF, c'est l'info, histoire de Flandre. L'info, l'information, histoire de Flandre. Il y a eu 4 fonctions. Alors, outre la fonction bibliothèque, il y a eu le lieu de rencontre. On reçoit des gens auxquels on montre des expositions. Et puis, certains sont intéressés, alors on monte aussi des excursions culturelles et on fait des conférences avec des gens, des professionnels, j'insiste là-dessus, des professionnels de l'histoire qui viennent distiller, je dirais, leur science, mais de façon très pédagogique, hein, à tout un chacun. Voilà les 4 fonctions, je dirais, d'origine du LIF. Nous sommes historiens tous les deux, nous avons les diplômes nécessaires universitaires. Mon collègue et moi, nous nous efforçons d'ouvrir 3 jours par semaine, le jeudi, le vendredi et le samedi. On ajoutera que l'entrée est gratuite. Moi, c'est Jean-Baptiste Bélanger, historien et guide conférencier. Donc, je vais vous faire entrer dans ce lieu, au 1 rue Farand de Winter, où je vais vous présenter en fait notre exposition permanente sur l'histoire de la Flandre. Suivez-moi. Alors, en fait, cette exposition, La Flandre, une histoire, elle est née il y a 2 ans, parce qu'on a reçu en fait une subvention d'une association belge flamande, le KFV, qui nous a proposé de monter un grand projet. Du coup, on en a décidé, avec le conseil scientifique du LIF, de monter une exposition permanente sur l'histoire de la Flandre. Donc une histoire en fait qui va des débuts de la Flandre, je dirais même d'avant la Flandre, puisqu'on commence avec les Gaulois, les Ménapiens, les Morins qui étaient présents dans notre région. Et on va en fait comme ça, à travers une douzaine de panneaux, jusque les guerres mondiales du XXe siècle. Alors on a voulu insister dans cette exposition vraiment sur la Flandre du comté, c'est-à-dire la Flandre qui va des collines de l'Artois, donc aux alentours de Saint-Omer, Aire-sur-la-Lys, jusque l'embouchure de l'Escaut, donc Anvers, de l'est à l'ouest. Et pour le nord au sud, on va de la Scarpe jusque la mer du Nord. Donc vraiment les limites du comté de Flandre. Lors de la visite, on illustre cette histoire de la Flandre, notamment par le conflit du Moyen-Âge entre la France et la Flandre, avec la petite évocation notamment de l'arme flamande par excellence, le Roetendar, qui a permis aux communes flamandes de vaincre la puissante cavalerie française à Courtrai. Alors, il faut savoir que cette exposition, elle est trilingue, c'est-à-dire qu'elle est française, elle est néerlandaise, parce qu'après tout, la Flandre, c'est un territoire néerlandophone, et elle est également anglaise, puisque Bailleul étant une ville reconstruite après la Première Guerre mondiale, et qui a été une base également anglaise, de garnison anglaise, on a beaucoup de monuments anglais ici, donc forcément les visiteurs anglais sont au rendez-vous. Alors le caractère fondamental pour nous du Moyen-Âge, du comté de Flandre, je tiens juste à rappeler que c'est tout à fait logique en regard de l'histoire. Combien de citoyens disent le sentiment national français est né avec la victoire de Bouvines en 1214, eh bien nous on pourrait dire le sentiment national flamand est né avec la victoire des Éperons d'Or en 1302. C'est le Moyen-Âge. Alors l'exposition Belles heures de l'architecture flamande vise à faire corroborer, je dirais, l'histoire de Flandre et la technique architecturale dans notre région. Pour cela, nous avons décidé de favoriser 5 grandes périodes. Il y a d'abord la période médiévale, ce qui ne vous étonnera pas, puisque c'est le comté de Flandre, et nous expliquons pour cette période médiévale ce qu'il y a de plus intéressant, en tout cas de plus visible, en grande partie encore aujourd'hui. Le patrimoine militaire, l'architecture civile, ces grandes maisons avec les pas de moineaux, vous savez bien, et puis en architecture religieuse, la primauté du gothique. Le deuxième panneau, c'est des références à une période que certains considèrent comme l'âge d'or de la Flandre au sein des Pays-Bas bourguignons. C'est la période des grands-ducs d'Occident, des grands-ducs de Bourgogne. C'est la fin du Moyen-Âge, c'est le gothique flamboyant, et c'est cette dentelle d'architecture qui prédomine durant toute la période. La troisième période, elle se retrouve partout dans toute l'Europe occidentale, c'est la période de la Renaissance. Alors dans la Renaissance, bien entendu, n'oublions pas l'influence considérable
de la Renaissance italienne. Alors vous me direz, la Flandre a toujours été en liaison avec l'Italie par le commerce, par les voies du commerce, mais alors là s'y ajoutent les voies, je dirais, culturelles, en peinture, en sculpture et donc aussi en architecture, et c'est un élément fondamental pour nous de, je dirais, l'architecture flamande à l'époque de la Renaissance au XVIe siècle. Et puis, originalité flamande, eh bien, nous avons ce qu'on peut appeler la Renaissance flamande. Au début du XVIIe siècle, et pendant, je dirais, une bonne moitié du XVIIe siècle, au temps des archiducs Albert et Isabelle qui gouvernent la Flandre, eh bien, nous avons une renaissance économique après quelques dizaines d'années de guerre de religion, une prospérité qui fait éclat, que l'on ne peut pas rater. Alors là, la Renaissance flamande en architecture, on a toujours l'influence de la Renaissance italienne, on a la fidélité au Moyen-Âge gothique, on les garde toujours, on a absolument l'éclat de la prospérité de la Flandre, et c'est la raison pour laquelle nos façades sortent de décorations en abondance. On a appelé ça baroque flamand pour que les gens comprennent bien, mais c'est ce qu'on appelle la Renaissance flamande, dont l'un des plus beaux exemples d'ailleurs, c'est à Lille, la vieille bourse, sur la Grand Place, c'est un bahut flamand posé sur la Grand Place. Et un autre exemple, c'est le château d'Esquelbecq, qui est une vraie merveille. La Renaissance, c'est souvent la pierre de taille, comme en témoigne le Landshuis de Cassel, mais la brique, c'est le matériau fondamental de la majorité du bâti flamand. Et la Renaissance flamande, c'est l'architecture qui allie en permanence, en alternance, la brique et la pierre de taille. Voilà l'essentiel de la Renaissance flamande, dont il nous reste quelques bâtiments absolument magnifiques. Que l'on pense à Bergue, le Mont-de-Piété, aujourd'hui musée. Et dernier point, eh bien, c'est la néo-renaissance flamande. C'est pas seulement le passé, l'architecture, c'est pas seulement le passé, c'est aussi ce qui reste encore visible aujourd'hui et qui est encore utilisé. Alors là, on a tenu à montrer les trois principales caractéristiques de cette néo-renaissance flamande. Deuxième moitié du XIXe siècle et première moitié du XXe siècle. D'abord, comme dans toute l'Europe occidentale, priorité au romantisme, et le romantisme, c'est le gothique qui ressurgit partout. Exemple typique, la façade de l'église Saint-Maurice, une hallekerque flamande, bien typique, mais façade néo-gothique à Lille. Deuxième caractéristique, l'exemple belge, l'exemple flamand belge. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au tout début du XXe siècle, les architectes flamands de Belgique et leurs collègues brabançons nous donnent de magnifiques réalisations. Ce qu'il ne faut pas rater, c'est l'hôtel de ville de Dilbeek, qui est à 12 km à l'ouest de Bruxelles. C'est le style néo-renaissance flamande. Et alors, troisième caractéristique essentielle, c'est les cordonniers. Ce qu'on n'a peut-être pas assez souligné, c'est la relation d'origine au moins qu'il y a entre les idées et les concepts architecturaux de Cordonnier et ce qu'avaient fait les architectes flamands belges juste quelques années avant lui. Nous sommes fiers de l'architecture flamande, mais nous ne saurions oublier que l'architecture flamande, c'est un chef-d'œuvre permanent en péril. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un coin de l'exposition consacré à un patrimoine à sauver. Et nous rappelons à tous les visiteurs qu'ils peuvent contribuer. Ils peuvent contribuer à sauver ce patrimoine. C'est notre vie, je dirais, culturelle qui en dépend. Alors c'est vrai que cette exposition, elle n'aurait pas été la même sans l'aide et les apports de l'association d'Iserouk, puisque c'est eux qui nous ont prêté le matériel d'exposition que vous avez sous les yeux, qui permettent vraiment de donner une idée de ce à quoi ressemblent physiquement nos matériaux. Pour finir sur cette exposition, il faut savoir qu'elle est visible dans nos horaires d'ouverture jusqu'aux journées du patrimoine en septembre. Jeudi, vendredi, samedi. Alors la dernière étape de notre voyage à travers ce livre, c'est donc notre bibliothèque. Nos ouvrages, 80% sont francophones, mais 20% sont en néerlandais. Alors cette bibliothèque, il faut savoir qu'elle a été presque exclusivement faite grâce à des dons.
parce que ce qu'on vous a pas encore dit, c'est que le LIF ne fonctionne que grâce à des dons. Donc si vous avez un jour des ouvrages qui traînent, des cartes qui traînent, des objets qui traînent, on est là, on est disponible pour les accueillir sans problème. Alors notre bibliothèque de 2900 ouvrages, elle va être répartie en 50 thèmes, donc on a essayé d'être le plus large possible. On parle de la mer, on parle de la Belgique, de la littérature, on a du régionalisme, de la linguistique, des institutions, les guerres mondiales bien entendu, et tout ça fait que plein de gens peuvent trouver leur bonheur. Récemment, on a reçu ce qu'on appelle le trésor de Sanderus, hein, qui est une reproduction des principales cartes et des plus belles cartes éditées par Sanderus. Et on l'a reçu de manière très, très gracieuse par un généreux donateur très, très récemment. Et c'est une mine d'informations cartographiques, visuelles, de gravures. Donc vraiment, on est là en fait pour sauvegarder, pour partager ce patrimoine, que ce soit au niveau de notre exposition temporaire, au niveau de nos expositions permanentes, au niveau de notre bibliothèque, par nos conférences, par nos excursions. En fait, l'idéal du LIF, c'est vraiment le partage de l'histoire de la Flandre pour découvrir, redécouvrir, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit vieux, cette histoire de la Flandre qui nous est si chère. Pour cet été, 2 événements. Un, on renoue avec l'excursion, on avait arrêté à cause du virus, mais on va organiser une excursion le long de la Lys, côté français comme côté belge, et bien de Comines, France, à Vervic, Belgique. Hein, on va organiser cela correctement. Ce sera une promenade nature et patrimoine. Ce sera le dimanche 21 août. Et deuxième événement avec lequel on renoue, les conférences. Jean-Pascal Vanhoff, bien connu, hein, spécialiste de la Belle Lumière, va venir le 7 ou le 8 septembre, je ne sais plus, enfin, c'est un jeudi.